Au plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur Radio Mali. Il est 13h à Bamako, 14h à Rome, en Italie. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, espérant en santé. Merci de votre constante fidélité au micro Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous. Les titres. Un hymne pour la Confédération des États du Sahel. Les ministres en charge de la culture valident demain à Bamako la proposition du comité d'experts. Une exigence, le nouvel hymne doit s'inspirer des valeurs ancestrales des trois pays. Comment monétiser les sites web pour la survie des médias en ligne? Les acteurs du domaine tentent d'apporter une réponse à cette équation à plusieurs inconnus. Au Vatican, pas encore de fumée blanche. Le vote au deuxième jour du conclave n'a pas donné la majorité des 2/3, à savoir 89 voix requises pour désigner un nouveau pape. Au Kenya, 2 jeunes Belges ont été appréhendés avec 5000 fourmis. Une double chose s'offre à eux, payer une amende de $7 700, environ 4,6 millions de francs CFA, ou purger une peine de 12 mois de prison. Inter Milan, Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions d'Europe prévue le 31 mai prochain. La leçon du sport porte sur le décalage en athlétisme. C'est une petite lettre, mais qui pourrait bouleverser la vie d'un individu. La convocation judiciaire est une procédure bien encadrée par la loi. Ne pas répondre à une convocation judiciaire pourrait coûter très cher. On vous explique tout en fin d'édition. Et c'est tout pour les titres. Les ministres en charge de la culture de l'AES se réunissent demain vendredi à Bamako autour du projet de l'hymne pour la Confédération. Un hymne qui doit s'inspirer des valeurs ancestrales des trois pays de l'espace. Ah oui, la rencontre des ministres en charge de la culture se tient après celle du comité d'experts composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens. L'adoption d'un hymne de l'AES va permettre de galvaniser davantage le peuple de l'espace engagé dans un processus de refondation. Le compte rendu de Aridou Matina. Après le logo et le drapeau, la Confédération des États du Sahel s'active à créer l'hymne de l'AES. Le comité d'experts chargé de faire ce travail est à pied d'œuvre à Bamako. Engagé dans un processus de refondation et d'affirmation de l'identité, l'adoption d'un hymne constitue un symbole fort pour la Confédération. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous voulons les mêmes choses pour nos pays. Nous partageons la même culture d'un hymne qui va nous faire résonner davantage. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Refléter, qui va s'inspirer de nos valeurs ancestrales, de cette quête de souveraineté, mais aujourd'hui qui va affirmer l'identité commune de ces États du Sahel. Le travail d'adoption de l'hymne avance à hauteur des souhaits pour mettre en place un hymne reflétant la quête de souveraineté du peuple de l'AES. Salia Malé, président de la réunion des experts. Nous avons passé en revue les propositions des trois pays selon les critères de l'écriture, les critères de l'originalité, de la précision, de la clarté du texte, de l'ancrage du texte dans le patrimoine culturel des trois États. Et il faut que ça soit un hymne qui galvanise les peuples. Abdou Adamou, ambassadeur du Niger au Mali. L'hymne, c'est vraiment un symbole important pour la Confédération. Ça doit refléter la détermination de trois chefs d'État qui sont engagés pour défendre la cause de la Confédération, pour l'intérêt de la population de la Confédération. Dambélé Sanon Julien, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Cela va nous permettre désormais, quand nous allons nous retrouver au niveau de l'AES, de chanter notre hymne et être fiers de chanter notre hymne de l'AES. Les experts assurent de parvenir à un hymne qui va répondre aux aspirations du peuple de l'AES. Et le peuple de l'AES est également aux côtés des pouvoirs publics pour assurer la sécurité dans la zone. Au Mali, le commandement du théâtre Est de l'opération Dougogoloko change de main, mais la mission reste la même, celle de la protection des personnes et de leurs biens. Oui, passation hier de commandement à Gao. Le commandant sortant de l'opération Dougogoloko, le général de brigade Daouda Traoré, passe la main à son successeur, le général de brigade Mamadou Massaoulé et Samake. C'était sous l'œil du chef d'état-major général adjoint des armées. On en sait plus avec Aliou Idrissa Maïga depuis la cité des Askia.
C'est la place d'armes du camp Firoun Ag en Linsar de Gao qui a servi de cadre à la cérémonie de passation de commandement entre le général de brigade Daouda Traoré, commandant sortant du théâtre Est de l'opération Dougou Koloko, et le commandant entrant, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake. Général de brigade Daouda Traoré, commandant sortant du théâtre Est de l'opération Dougou Koloko. Je parle confiant car je sais que j'ai laissé derrière moi des hommes aguerris, soucieux et déterminés à se battre. Vis-à-vis de la population, je pense que la collaboration a été très bonne. Et j'ai rencontré une population qui est déterminée aussi à aider les forces de défense et de sécurité dans leurs tâches. Général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant entrant du théâtre Est de l'opération Dougou Koloko. Je viens poursuivre la même mission en me basant encore sur cette population pour laquelle je travaille. Mon travail s'étendra pas seulement à la limite des frontières de Gao, mais je serai prêt aussi à œuvrer au-delà de nos frontières dans l'espace AES pour le succès de nos opérations. La cérémonie de passation du commandement entre les deux hommes a été présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Keba Sangaré. Le commandant sortant, c'est lui qui a fait la liquidation de l'opération Maliko. On lui dit félicitations au nouveau rentrant. Il va commencer la bascule de PC vers l'opération Dougou Koloko. Il a la maîtrise et aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique que nous comptons amorcer et pour l'opération Dougou Koloko, nous sommes fiers de nous-mêmes. L'expertise étant là, parce que nous tous, nous avons reçu les félicitations et les encouragements du chef d'état-major général des armées, à savoir que du concept de la liquidation de l'opération Maliko, du concept d'opération Dougou Koloko, l'ordre d'opération, le tout a été fait entièrement par des officiers de l'armée du Mali. Auparavant, les chefs militaires ont procédé à la revue des troupes en présence des autorités régionales. Le défilé militaire a mis fin à l'activité. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour le RTM. Oui, la sécurité et l'emploi font un bon ménage. Aussi à Gao, la paix et la stabilité préoccupent la hiérarchie militaire. À Tombouctou, la formation professionnelle de qualité intéresse particulièrement le département en charge de l'emploi. Effectivement, son premier responsable était dans la Cité du Savoir pour s'imprégner des conditions de travail des services techniques. Par la même occasion, Moussal Sek a procédé à la remise de matériel informatique au FAFPA. Et voyons tout cela avec notre correspondant sur place, Idrissa Goulou Sissoko. Échanger avec les services techniques et les fêtières de la formation professionnelle en vue de trouver des solutions aux différentes préoccupations, tel était l'objectif de ces rencontres. Avec les fêtières, il a été question de relance de la formation duale, de l'insuffisance d'appui technique et financier, entre autres. À toutes ces préoccupations, le ministre a donné des réponses satisfaisantes. Elle a visité le stand de jeunes filles qui ont été financées pour des activités génératrices de revenus. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'espoir est permis. Avec ce que je viens de voir et ce que je viens d'entendre avec les fêtières, qui se sont rendus compte aujourd'hui de l'importance de la formation professionnelle de qualité dans la prise en charge de l'amélioration de leurs conditions de vie d'abord, mais aussi de contribuer à l'économie locale, à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et rendre compétitifs tous les produits maliens. On constate que les partenaires que nous avons aujourd'hui, par exemple FACEJ, ce sont des partenaires qui mettent du sérieux dans ce qu'ils offrent comme formation professionnelle. Le ministre a remis du matériel informatique au FAPA. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Yagouba Koné pour l'ORTM. À présent, hors de nos frontières, au Kenya, 2 adolescents belges ont été appréhendés avec 5000 fourmis. Ils ont eu le choix entre payer une amende de $7 700, environ 4,6 millions de francs CFA, ou purger une peine de 12 mois en prison. La peine minimale pour ce délit, cela pour avoir violé les lois sur la conservation de la faune et de la flore. Selon les autorités kenyanes, les fourmis étaient destinées au marché européen et asiatique dans le cadre d'une nouvelle tendance au trafic d'espèces sauvages moins connues. Les 2 Belges sont tous âgés de 19 ans, ont été arrêtés le 5 avril et inculpés 10 jours plus tard.
En Guinée, Ibrahima Chérif Ba écope de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 milliards de francs guinéens. L'ex-gouverneur de la Banque centrale guinéenne a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est accusé de détournement des deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite et d'abus de confiance. Ibrahima Chérif Ba a été jugé et condamné par contumace, étant en exil depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. À l'issue de ce procès, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par la justice guinéenne. En France, le président Emmanuel Macron a reçu hier à l'Élysée son homologue rwandais Paul Kagame. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État d'échanger sur la coopération entre Kigali et Paris. La situation dans la région des Grands Lacs a également figuré en bonne place dans leurs discussions. Aux côtés du Togo et du Qatar, la France fait partie du groupe de contact également appelé Comité de suivi des efforts de paix dans la région, un mécanisme piloté par les États-Unis. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Denis Mukwege alerte sur la situation humanitaire en RDC. Le gynécologue congolais a dressé un bilan alarmant de la situation dans son pays, ravagé depuis des décennies par les conflits armés. Selon lui, 26 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire totale et 7,8 millions d'autres n'ont pas de toit. Le médecin est donc venu plaider pour une action internationale renforcée. Il exhorte l'Union européenne à jouer un rôle plus actif dans les négociations de paix avec les groupes rebelles opérant dans l'Est du Congo. Et pendant ce temps, au Vatican, les 133 cardinaux chargés d'élire le 267e pape de l'Église catholique sont entrés hier en conclave. Au deuxième jour du conclave, la fumée noire s'est échappée ce jeudi à la mi-journée de la cheminée de la chapelle Sixtine, signe que les deux tours de vote des cardinaux effectués dans la matinée n'ont pas permis d'élire un nouveau pape. La majorité des deux tiers, soit 89 voix, sont nécessaires pour désigner le successeur à Pape François. L'Égypte et la Grèce veulent intensifier leur coopération. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été reçu hier à Athènes par le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Au menu des échanges, le projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce, l'emploi saisonnier des travailleurs égyptiens en Grèce ou encore le projet électrique destiné à transporter de l'énergie renouvelable de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Il s'agit d'un câble d'une capacité de 3000 MW qui s'étendra sur près de 1000 km à travers la Méditerranée orientale. Évalué à 4,5 milliards de dollars, le projet devrait être opérationnel d'ici à 5 ans. Et pendant ce temps, l'Inde et le Pakistan ont à nouveau échangé des tirs à leurs frontières. Le gouvernement indien a annoncé ce jeudi que les tirs d'artillerie au Pakistan effectués sur son territoire en riposte à ces frappes ont causé la mort de 13 civils et en ont blessé 59 autres. Hier, les deux puissances nucléaires ont échangé d'intenses tirs d'artillerie. New Delhi affirme avoir ciblé le groupe terroriste qui a commis l'attentat du 22 avril dernier et en fait 26 morts dans sa partie du Cachemire. L'Union européenne va saisir l'Organisation mondiale du commerce contre les droits de douane décidés par le président américain Donald Trump. L'annonce a été faite ce jeudi par la commission de l'UE. Elle va déposer bientôt une demande de consultation auprès de l'organisation internationale basée à Genève. Première étape d'une procédure de règlement des différends. L'exécutif de l'UE dénonce une violation flagrante des règles de l'OMC et entend réaffirmer l'importance du respect des règles internationales. Au même moment, le Parlement ukrainien a ratifié aujourd'hui l'accord avec les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles du pays. C'est ce qu'a annoncé la ministre ukrainienne de l'économie sur son compte X. Elle espère que ce document pourra ouvrir la voie à l'octroi pour Kiev d'une nouvelle aide militaire américaine. Enfin, la Russie accueille cette semaine une série de délégations étrangères pour la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. La cérémonie commémorative se déroule sur la place Rouge où un défilé militaire est prévu. Il doit mettre en scène l'armée russe, ses unités d'élite, ses blindés, ses missiles et ses avions. Parmi les dirigeants invités, le président Xi Jinping. Le chef de l'État chinois est arrivé ce jeudi à Moscou où il y aura des entretiens avec son homologue russe, Vladimir Poutine.
Retour au Mali à 13h passées de 14 minutes où on se pose cette question. Comment vivre de l'information à l'ère du numérique? Journalistes, web entrepreneurs et experts du digital tentent d'apporter une réponse à cette interrogation. Oui, ces acteurs de médias étaient réunis hier à la Maison de la Presse pour débattre de la monétisation des sites web pour la survie des médias en ligne. La rencontre entre dans le cadre de la Semaine de la Presse. Maïmouna Guindo y était pour Mali Actualité. Des clics, des partages, des likes, mais très peu de revenus. À l'ère du tout numérique, les médias maliens en ligne cherchent encore la formule magique pour capitaliser leur audience. La monétisation du web n'est plus une option, mais une question de survie. C'est pourquoi les journalistes, les éditeurs et les experts du digital sont réunis à l'appel d'Appel Mali pour réfléchir sur comment rendre rentable économiquement le web malien. Molibo Fofana, président de Appel Mali. Vous avez un journal en ligne, c'est différent des journaux classiques. D'abord, l'accès à ce journal est gratuit. Le fait que la gratuité de l'accès permet d'avoir une très grande audience au niveau des sites. C'est pourquoi beaucoup se posent la question, comment vous gagnez de l'argent alors que tout le monde peut venir sur vos sites gratuitement. Au fur et à mesure que vous avez une très grande audience, les annonceurs viendront proposer leurs services. De plus en plus de créateurs de contenu, influenceurs, journalistes et entrepreneurs se demandent comment transformer leur présence numérique en source de revenus. Que vous soyez actif sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou que vous gériez un site d'information ou un blog, la monétisation de votre compte repose sur des stratégies. Approcher des structures et proposer des contenus éditoriaux pour au moins avoir de l'argent. On fait également des bandeaux comme les journaux classiques, mais chez nous on appelle les bannières sur les sites. Tout ça là, ce sont des moyens aussi pour avoir de l'argent. Salif Diarra, conférencier. On a parlé de la publicité via Google AdSense, donc, qui est la première source de revenus des sites web, donc, qui consiste à utiliser la régie publicitaire de Google, l'annonce que Google a insérée sur votre site web. À l'ère du tout numérique, la presse malienne, notamment en ligne, est confrontée à un défi de taille. Inventer ou se réinventer un modèle économique viable. En lançant ce débat, Appel Mali ouvre une voie essentielle pour penser à l'avenir de la presse digitale dans le pays. Sport football. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans était hier l'hôte du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le chef du gouvernement a félicité les cadets pour leur performance à la CAN de leur catégorie jouée au Maroc et réitéré le soutien de l'État pour la bonne préparation de la Coupe du Monde prévue cette année au Qatar. Et nous restons dans la même discipline pour vous signaler que la finale de la Ligue des champions d'Europe opposera l'Inter Milan à Paris Saint-Germain le 31 mai prochain. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier à la primature l'équipe nationale de football des moins de 17 ans. Reportage signé Mamari Kone et Alou Touré. Les champions du Célestin, les captivés de confiance. L'hymne national pour faire vivre la fibre patriotique, standing ovation pour les vice-champions d'Afrique à la primature. Après avoir porté très haut le drapeau du Mali lors de la CAN 2025 au Maroc, l'équipe nationale U17 est reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Le succès, ce n'est pas de l'accident. C'est à la suite d'un travail acharné, bien fait. Et nous avons été soutenus, accompagnés par notre département. Nous savons que le Mali traverse aujourd'hui un moment très difficile, très difficile. Et notre rôle, c'est d'amener la cohésion à travers le football. Quand on parle de football, on parle de cohésion sociale. Le capitaine de l'équipe nationale U17, Issa Tounkara, a salué les efforts consentis par les autorités pour la participation du Mali à la CAN. Après avoir obtenu la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar du 3 au 27 novembre 2025, le Premier ministre a salué le parcours éloquent de l'équipe nationale U17 à la CAN au Maroc. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je remercie cette brillante équipe grâce à ses qualités technico-tactiques, sa bravoure et son sens élevé du patriotisme.
Par conséquent, je ne saurais occulter de manifester ma plus grande reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement de cette jeune équipe. Cet accueil à l'endroit de nos vaillants footballeurs cadets traduit notre reconnaissance de valeur et de socialisation dont le sport en est un vecteur. Le chef du gouvernement a adressé ses remerciements aux joueurs, au ministre en charge des sports, à l'encadrement ainsi qu'à la Fédération malienne de football avant de souhaiter un bon parcours à l'équipe à la Coupe du Monde Qatar 2025. La Fédération malienne de dromadaire organise son activité phare de l'année. Le Salon international de dromadaire s'ouvre ce jeudi au stade du 26 mars de Rimadio. Au cours de ce salon, il y aura plusieurs activités. Pour le président de la commission d'organisation de ce salon, non moins secrétaire général de la Fédération malienne de dromadaire, le salon sera riche en activités. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Ag Addo. Il est interrogé par Sedagatou Sissi. Nous avons fait une table ronde où nous allons avoir des éleveurs, des chercheurs, des passionnés du dromadaire qui vont discuter sur des thématiques dont les thèmes, les dromadaires moteurs de résilience, d'innovation et de cohésion sociale. C'est aussi une immersion univers où des traditions séculaires innovantes et des opportunités économiques se rencontrent. Nous appelons toutes les communautés à venir vraiment manifester, célébrer cet animal emblématique avec nous, le stade du 26 mars. Handball à présent, l'équipe nationale junior du Mali en partance en Mauritanie pour le Challenge Trophée a reçu le drapeau national. C'était au département des sports et des mains du secrétaire général du département. Cette remise des drapeaux est une mise en mission des handballeuses juniors pour cette compétition. La compétition se déroulera du 13 au 17 mai prochain en Mauritanie. Elle regroupera 7 pays de la zone. Football, Ligue des champions d'Europe, la finale opposera l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Elle se jouera le 31 mai prochain à Munich, en Allemagne. En deuxième demi-finale, jouée hier, le Paris Saint-Germain a battu Arsenal par 2-1 et 3-1 sur l'ensemble des matchs. Déjà mardi, le FC Barcelone a été écarté par l'Inter Milan. 7-6, score à l'issue des 2 rencontres. La finale se jouera donc le samedi 31 mai prochain. En attendant donc le 31 mai pour cette finale, parlons de la leçon du sport qui porte ce jeudi sur le décalage en athlétisme. Oui, Fatou Djabi, quand les athlètes ne sont pas sur la même ligne de départ pour la même distance, on parle de décalage. Isaac Tienou nous explique en rediffusion. Après les 200 mètres, 400 mètres, d'autres épreuves sont concernées par le décalage. En ce qui concerne par exemple les relais 4x400 et 4x200, sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, quelle distance parcourt-on réellement en fonction de chaque couloir? La réponse avec Adam Ankouné, officiel technique international. Il y a une différence avec le relais 4x400 qui est une course à 3 virages. 3 virages sur le nombre d'équipes dépasse 4. Si le nombre d'équipes dépasse 4, donc il y a un 400 complet en couloir et plus un virage pour le deuxième coureur. Donc ce décalage fait 3 fois le décalage des descentes. Donc le décalage des descentes c'est 3,52 m entre le premier couloir et le deuxième et 3,83 entre les autres jusqu'au 8e couloir. Au relais 4x4 qui fait 3 virages en couloir. Donc c'est ces distances multipliées par 3, ce qui donne 10,56 m entre le premier couloir et le deuxième couloir et 11,49 m entre le deuxième et le troisième et ainsi de suite. On maintient les 11,49 jusqu'au 8e couloir. Et le relais 4x descend maintient aussi les mêmes distances au décalage au départ. Les 4x descend se courent exactement comme les 4x400. D'autres épreuves comme les demi-fonds obéissent à la règle de décalage. Adam Ankouné, ITU. Les 800 se courent premier virage en couloir. Dans les grandes compétitions, obligatoirement. Et on a le droit de mettre 2 athlètes dans un couloir dans les petites compétitions. Et ils font le premier virage en couloir. Et ce décalage est la même chose que le décalage des 200. Aujourd'hui, les courses de fond peuvent être concernées par le décalage. Là, ça dépend du nombre. Par exemple, les 5000 ou les 10 000 mètres. S'il y a beaucoup de concurrents dans la compétition, donc on divise les concurrents en 2 groupes. Donc le premier groupe sur la ligne de départ normale. Le deuxième groupe sera placé dans le 5e couloir avec le décalage des descentes.
Dans toute épreuve en athlétisme, des commissaires qui font office d'arbitre veillent aux empiétements des athlètes sur la règle de la compétition. Chronique judiciaire. C'est une petite lettre, mais qui pourrait bouleverser la vie d'un individu. La convocation judiciaire dont il s'agit est prévue dans les codes pénaux. Fatou Diaby. Et oui, Brahma Traoré, et comment doit-on se comporter après réception d'une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? Les éléments de réponse, c'est dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou. D'une apparence élémentaire, une convocation judiciaire suscite dans bon nombre de cas l'inquiétude, voire l'angoisse. Et si vous êtes appelé à comparaître soit comme témoin, soit comme partie civile ou prévenu, en tous les cas, cette étape est le début d'un processus légal. Maître Youssouf Badian Keïta est avocat inscrit au barreau du Mali depuis 1995 et pour lui, la convocation est une procédure bien encadrée par les dispositions nationales. Je vous donne lecture de l'article 86 du Code de procédure pénale. Je cite, « Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. » L'article 74. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Et l'alinéa suivant dispose, « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront, le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique. » Au visant de la procédure pénale, que la convocation en matière pénale est un acte de la procédure pénale qui permet d'inviter une ou plusieurs personnes devant une autorité compétente. La convocation a plusieurs origines. Elle peut être émise par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Il est important de répondre à la convocation. Ne pas répondre pourrait y avoir des conséquences. La convocation ne peut pas être délivrée par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Je rappelle l'article 242-40 du Code pénal. Seront punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 120 000 francs. Ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Pour les personnes convoquées, l'assistance d'un avocat est souvent recommandée, voire obligatoire selon la nature de l'affaire. L'avocat prépare son client et s'assure que ses droits sont respectés pendant toute la procédure. Quand vous recevez une convocation, c'est pour vous notifier les charges qui pèsent sur vous, et si vous êtes témoin, de vous dire que vous êtes témoin dans telle affaire. Vous n'êtes pas poursuivi. Et si vous avez subi un préjudice, vous êtes partie civile. Au moment opportun, vous serez cité à comparaître devant qui de droit. Et si vous êtes prévenu, non détenu, vous recevrez une citation. Et si c'est devant les juges d'instruction, vous êtes appelé à être entendu sur des faits précis. On ne doit aucunement empêcher un citoyen convoqué de ne pas se faire assister par l'avocat de son choix. Parce que là, c'est une garantie et c'est une disposition de la loi communautaire, notamment le règlement numéro 5 UMOA, qui réglemente la position d'avocat dans tous les États de l'UMOA. Dès que vous présentez votre avocat au niveau de l'unité d'enquête, l'unité d'enquête est tenue de recevoir votre avocat, de vous entendre en sa présence constante. Le rôle de l'avocat est fondamental. D'abord, du point de vue psychologique, ça rassure les citoyens. Et à l'ensemble de votre avocat, vous pouvez dire « je ne peux pas parler sans mon avocat ». Rassurante ou redoutée, la convocation est une étape cruciale dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Il est donc essentiel de répondre avec sérieux et diligence parce que le non-respect pourrait entraîner les conséquences fâcheuses comme un procès par contumace. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition mise en onde par Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré. Ousmane Daou nous a aidé à la réalisation. Au micro, nous sommes Brahma Traoré. Et Fatou Diaby, ne décrochez pas. Juste après nous, Kani Keïta s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.